Hey, salut! Tu sais, il y a des personnes aux prises avec la toxicomanie qui tentent de s'en sortir par elles-mêmes sans tenir compte des enjeux du sevrage. Et comme ça marche plus ou moins bien, ces personnes-là rechutent à répétition. Là, ils pensent qu'ils sont bons à rien, qu'ils n'ont pas de volonté, qu'ils sont des échecs, la honte embarque. Là, c'est un cercle vicieux qui en finit plus. Et souvent, à la base, ils n'ont juste pas compris les enjeux du sevrage, qui sont pas si simples que ça. Par contre, quand on les comprend, on sait quoi faire, ben, c'est peut-être plus facile de passer à travers une période comme celle-là. Alors, j'ai fait une petite capsule justement pour t'expliquer à toi ou à quelqu'un proche de toi qui a ce problème-là, les enjeux du sevrage qui, dans le fond, sont le premier pas à faire pour être capable de se rétablir puis faire en sorte qu'on se libère de notre toxicomanie. Alors, sans plus tarder, on regarde ça. Le sevrage va être influencé par quatre facteurs. Le premier de ces facteurs-là, c'est le temps. Alors, la durée de mes épisodes de consommation, ça fait combien de temps que je consomme, à quelle fréquence est-ce que je consomme. L'autre facteur, ça va être les substances, les comportements. Alcool, médicaments, drogue, en termes de comportement, si j'ai une dépendance au sexe, au travail, à la nourriture, aux jeux compulsifs, etc. Ça va aussi jouer dans la nature puis la sévérité de mon sevrage. L'autre facteur, eh bien, c'est tout l'état de santé global. Quand on consomme, évidemment, ça peut endommager notre santé, mais on peut aussi avoir des problèmes de santé qui sont concomitants à la consommation que je vis, puis donc au sevrage qui va s'en suivre. Et finalement, mon contexte de vie. Quand je parle de contexte de vie, ben, c'est quoi ma situation de vie? Est-ce que je travaille? Est-ce que je suis en recherche d'emploi? Est-ce que j'ai des difficultés d'ordre familial ou conjugal? Est-ce que j'ai des difficultés financières? Donc, tous les enjeux de mon contexte de vie vont faire partie des quatre facteurs qui vont influencer la sévérité du sevrage dans lequel je m'engage. Donc, commençons par parler du sevrage aigu parce que le sevrage a deux aspects. Le premier étant le sevrage aigu. On parle de quoi ici? J'ai un épisode de consommation. Après cet épisode de consommation-là, je vais tomber dans un état de sevrage plus ou moins long. Et pendant cette période de sevrage-là, je vais me sentir irritable, impatient, mécontent, jusqu'à ce que je retrouve un autre épisode de consommation. Et pourquoi je me sens irritable, impatient, mécontent? Ben, tout simplement parce que mon système nerveux tombe en état de stress entre deux périodes de consommation. Si je maintiens mon abstinence, donc cet état de stress-là, d'irritabilité, d'impatience, puis de mécontentement, peut durer de quelques jours à quelques semaines, tout dépendant des quatre facteurs que je viens de vous nommer auparavant. Toujours si je maintiens mon abstinence, le sevrage aigu va me conduire à la prochaine dimension du sevrage. Et là, on parle du sevrage subaigu. Le sevrage subaigu, tout dépendant des quatre facteurs que je viens de vous nommer, lui, va durer de plusieurs mois à quelques années et ça va faire en sorte que je vais avoir à gérer un autre aspect de mon rétablissement. Alors, qu'est-ce que ce sevrage subaigu-là, d'où ça vient? Le sevrage aigu a à voir avec l'équilibre de mon système nerveux, qui s'appelle l'homéostasie. Dans mon cerveau, il y a un mécanisme qui s'appelle l'hypothalamus. Lui, son travail, c'est de maintenir l'équilibre de mon système nerveux, c'est-à-dire l'homéostasie. Quand je commence à consommer, cette consommation-là va venir compromettre l'homéostasie de mon système nerveux. Donc, il y a un déséquilibre qui s'installe et mon hypothalamus, lui, va faire en sorte que cet équilibre-là se rétablisse. Ce qui va causer une certaine compensation pour être capable de retrouver justement cet équilibre-là. Qui dit compensation, ben, dit augmentation de la tolérance parce que ça va prendre plus d'une même substance et d'une même durée, d'une même fréquence pour être capable d'obtenir l'effet désiré.
Donc, la compensation va augmenter, ce qui va occasionner de la fatigue au niveau de mon système nerveux parce que l'hypothalamus va travailler encore plus fort pour maintenir son homéostasie, ce qui va créer encore une fois une autre tolérance, donc une augmentation. Et cette augmentation de la tolérance-là va faire en sorte qu'il va y avoir aussi une augmentation de la compensation, ce qui va mener à un épuisement de mon système nerveux, et c'est habituellement là, le point de rupture, ce qu'on va appeler le bas fond en toxicomanie. Le système nerveux est plus capable d'en prendre, et c'est aussi un moment où je vais devenir intoxiqué beaucoup plus rapidement qu'au début de ma consommation, parce qu'avec le temps, mon système nerveux est justement épuisé. Si je maintiens mon abstinence, donc c'est là qu'on voit le sevrage subaigu, parce que toute la compensation que mon système nerveux a faite pour maintenir son homéostasie, cette compensation-là demeure dans le système nerveux. Et ça va prendre un certain temps avant de retrouver cet équilibre-là. Donc, le certain temps dont il est question, là, on parle de mois, possiblement d'années. Et c'est une période où ma tolérance au stress va être beaucoup plus basse que normalement. Normalement, là, j'ai une capacité de résilience, une capacité de faire face aux difficultés de la vie qui est beaucoup plus élevée. Mais durant cette période-là de plusieurs mois à quelques années, ben, ma tolérance au stress est beaucoup plus basse. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben, je suis susceptible de vivre de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'insomnie. Vous connaissez l'expression avoir la mèche courte. Si je vous propose une analogie, c'est comme si ma voiture était constamment dans la zone rouge au niveau des révolutions. Il n'y a plus de révolution là, à un niveau normal. Il y a un autre phénomène aussi qui va s'ajouter au sevrage subaigu. C'est un phénomène qui est souvent négligé. On n'en parle pas nécessairement autant que nécessaire et les gens ne se rendent pas compte de ce avec quoi ils sont aux prises. Je vous parle ici du deuil. Alors, quand on parle de deuil, on parle d'une perte. Quand on arrête de consommer, quand on maintient son abstinence, après un certain temps, on rentre dans un processus de deuil et c'est un deuil qui est vraiment important. C'est important d'en être conscient parce que c'est un des enjeux qui va faire que les personnes vont rechuter en raison de la difficulté que ce deuil-là représente. Alors, on parle de quoi concrètement? On a fait des études à partir d'appareils de résonance magnétique où on prend une personne en amour, on la met dans l'appareil de résonance magnétique pour voir le fonctionnement de son cerveau et on lui présente des images de chéri et on regarde quelles zones du cerveau vont allumer en étant exposées aux images de chéri. Et on voit que les zones qui sont exposées sont vraiment identifiables là, à partir de l'appareil de résonance magnétique. Si on prend une personne toxicomane et qu'on la met dans la même machine et que là, on lui présente des images de ses substances préférées et qu'on regarde quelles zones du cerveau vont être allumées, on se rend compte que c'est exactement les mêmes zones qu'une personne qui est en amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrête de consommer, on tombe en peine d'amour. Alors, quand on parle de deuil, on parle d'un deuil qui a l'ampleur, qui a l'intensité d'une peine d'amour. Ce qui veut dire que le fameux sevrage, c'est pas juste quelques jours, quelques semaines. Quand on s'engage par la suite dans une abstinence maintenue, le sevrage subaigu embarque. Et là, c'est tous ces enjeux-là qui vont entrer en ligne de compte et qui devraient être considérés. C'est ce qui fait que souvent, les gens qui essaient d'arrêter par eux-mêmes, souvent après quelques jours, des fois quelques semaines, ils vont rechuter parce qu'ils n'ont pas pris en compte les phénomènes que je suis en train de vous décrire là. Alors là, vous vous dites sûrement, OK, c'est beau, maintenant, qu'est-ce que je fais si je vais être capable de m'en sortir? La première chose à considérer, et ça, c'est à évaluer, c'est pas un automatisme. Il y a des cas où c'est nécessaire, il y a des cas où ce n'est pas nécessaire, mais
Une personne qui a un certain niveau de consommation, là, je parle d'alcool, médicaments, drogue, va faire en sorte que ça va être très difficile de s'en sortir tout seul sans supervision médicale. Et ça prend un protocole de sevrage. Un protocole de sevrage, ça veut dire qu'un médecin, idéalement un médecin qui connaît la toxicomanie, qui sait ce qu'il fait, et il n'y en a pas tant que ça, c'est important de s'assurer que votre médecin comprend la toxicomanie puis il sait quel genre de médication il va vous proposer. Donc, un protocole de sevrage, ça va durer approximativement une dizaine de jours et ça va vous permettre de passer au travers de votre sevrage aigu, donc la première partie du sevrage, plus aisément parce que ça va compenser pour toute la perte au niveau de votre système nerveux, puis de votre métabolisme, puis de votre physiologie. À partir de là, la suite vous appartient. Donc, quand on parle d'abstinence puis de s'engager dans un sevrage, ben, l'enjeu, c'est de commencer à prendre soin de soi. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve carrément en convalescence. Donc, c'est une période, comme je vous disais, qui va durer plusieurs mois à quelques années, où on va être beaucoup plus fragile. Les gens qui s'engagent dans des sevrages à répétition, mais qui ne s'engagent pas dans un rétablissement, ben, ils sont vraiment en train de tourner en rond dans la plupart des cas, parce que ils vont passer au travers de la première partie de leur sevrage, de peine et de misère, c'est souffrant, c'est douloureux, c'est difficile. Et là, au bout de la corde, comme ils n'ont pas compris l'ensemble des enjeux auxquels ils font face, ils vont lâcher prise, puis ils vont retourner à la consommation. Donc, il faut associer des activités de rétablissement à son sevrage si on va être capable de s'en sortir. On parle de quoi? Ben, la base, pour la plupart des gens, ça va commencer avec des réunions dans des fraternités anonymes. Pourquoi? Bien parce que ces réunions-là vont nous permettre de nous associer avec d'autres personnes qui ont passé par la même difficulté que nous, qui comprennent par quoi on passe, puis c'est des gens qui ont choisi de se rétablir, puis qui comprennent les phénomènes auxquels on fait face. J'ai d'ailleurs fait une petite capsule là, que vous allez retrouver sur mon site web qui s'appelle un meeting Pourquoi faire et qui vous explique l'importance et les avantages du meeting. Le meeting, c'est une base. On ajoute à ça la littérature qui est aussi importante que les meetings parce que un toxicomane a une façon de vivre qui lui semble normale et naturelle parce que c'est celle qu'il a pratiquée toute sa vie. Alors, si je continue à fonctionner dans mon quotidien comme j'ai toujours fonctionné, ben, je continue à avoir un fonctionnement de toxicomane. La manie du toxique continue à être présente dans ma vie. La littérature va nous permettre de comprendre une autre façon de vivre, éprouvée, qui existe depuis plus de 80 ans, qui fonctionne dans la plupart des pays dans le monde. C'est ce qui a permis à plus de toxicomanes de par le monde de se rétablir. On parle de millions de toxicomanes. Donc, toute la connaissance qui est accumulée par les gens qui ont passé par ce processus-là avant nous a été mis de façon très claire dans cette littérature-là et nous permet de comprendre quoi faire. J'ajoute à ça un parrain ou une marraine. C'est toujours conseillé de prendre un parrain pour un homme, une marraine pour une femme, pour éviter de commencer des petites histoires amoureuses, romantiques ou sexuelles qui vont nous faire dévier de notre établissement et vraiment s'associer avec quelqu'un qui a minimalement 1 à 2 années de rétablissement et qui va nous accompagner dans cette partie-là de notre établissement qui est le sevrage aigu et subaigu et toute la suite qui pourra venir après. Une fois ça mis en place, bien évidemment, prendre soin de soi, ça va nous amener à aller plus loin. Commencer à faire un peu d'exercice de façon raisonnable. Souvenons-nous qu'un toxicomane a une tendance à exagérer dans à peu près tous les domaines de sa vie, donc on parle de faire raisonnablement de l'exercice. Une alimentation saine et équilibrée, ben, ça va être important de le considérer puis de revenir à quelque chose qui va contribuer à ma santé. Évidemment, le sommeil est un enjeu majeur quand je suis dans cette période-là où je commence à me rétablir, là, autant sevrage aigu que sevrage subaigu. Le sommeil, ça va être probablement un des facteurs qui va être le plus déterminant. Alors, en terminant, quelques petites pensées pour nourrir un peu puis inspirer un petit peu cette démarche-là. L'abstinence va vous conduire à la sobriété qui, elle,
va vous conduire à la sérénité. Alors, je vous rappelle ça simplement pour vous dire que c'est pas seulement que le sevrage, c'est vraiment tout l'engagement que je vais faire dans des activités de rétablissement par la suite. Et c'est important de se souvenir que tout ce qui passera avant mon rétablissement, que ce soit mon couple, ma famille, mes enfants, mon travail, mes finances, peu importe ce que ce sera qui passe avant mon rétablissement, eh bien, je suis carrément à risque de le perdre. Comme tu as pu voir, c'est une petite capsule qui vise à t'aider à comprendre que pour sortir de la toxicomanie, pour gérer ton rétablissement des dépendances, ça prend de l'aide dans la plupart des cas. Et ben, de un, je suis là pour ça si je peux t'aider, donc tu entres en contact avec moi. Pour ce qui est des ressources en sevrage, en protocole de sevrage, juste ici, tu as l'adresse de Drogue, Aide et Référence, qui est une très bonne ressource qu'on a au Québec pour toutes sortes d'informations. Si tu appelles à ce numéro-là, ils vont te diriger vers la ressource de ta région pour obtenir soit un protocole de sevrage à l'interne ou à l'externe. C'est sûr que ces ressources-là, tu n'as pas accès nécessairement là, aussitôt que tu téléphones. Ça peut prendre un certain temps pour avoir l'information dont tu as besoin et surtout avoir accès au service. Donc, prévois peut-être là, quelques jours, des fois quelques semaines d'avance pour avoir accès à ces services-là. Sur ça, ben, je te souhaite bon courage, puis au plaisir.